Bien. Monsieur le député, monsieur le candidat, cher Jean-Michel, merci de me donner la parole. Mesdames et messieurs, je suis un peu ému ce soir parce que hier soir nous avons vécu une expérience un peu difficile, bien que j'en ai l'habitude, mais ce fut quand même assez dur. Donc je vous donne par avance votre indulgence pour ce que je vais vous dire maintenant. Donc, à l'approche de l'échéance de mars prochain, il importe aux élus, bien entendu, d'informer leurs concitoyens sur les suites qu'ils entendent donner à leur engagement au service de la collectivité. Ça paraît naturel. C'est ainsi, par exemple, mais sans aucune concertation préalable, que Christian Fautré, actuel maire de Champigny, a annoncé sa candidature à sa propre succession le 25 octobre dernier, et il faut bien constater qu'il s'est octroyé le droit de se projeter dans l'avenir tout en le refusant aux autres. Et on a pu le mesurer hier soir. Bien, cela dit, en ce qui me concerne, j'ai pris la décision de ne pas me représenter au suffrage des Campinois en mars prochain. Ça ne veut pas dire que je vais rester inactif par rapport à cette campagne, bien au contraire. Mais il y a un moment où il faut savoir arrêter. Pour autant, je ne saurais rester, comme je viens de vous le dire, indifférent à l'avenir de Champigny, puisque c'est une ville où j'ai choisi de participer à la vie publique depuis 1977, comme militant et comme élu, notamment entre 83 et 89, chargé des écoles. J'ai bien connu Madame Schmitt à cette époque-là, puisqu'elle était directrice d'école. Donc les différentes expériences que j'ai ainsi accumulées, et singulièrement la dernière en date, celle de maire adjoint en charge de la santé et de la prévention, m'obligent par conséquent à me situer par rapport à la future municipalité et à ses orientations. Il me semble en effet que le développement de notre ville souffre depuis trop longtemps des conséquences d'une stratégie de contrôle politique qui bride la construction d'une véritable mixité sociale et restreint les capacités de mise à niveau des équipements publics, support des services publics de qualité, sans lesquels la notion de bien vivre ensemble n'est qu'un slogan creux. Dès lors, un changement de cap et de méthode s'impose. De cap et de méthode. Il faut en premier lieu tirer les conséquences de la montée en puissance des territoires et de leurs compétences en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, de développement économique et social, en particulier dans les quartiers politiques de la ville. Face à cette réalité, il est plus que temps de prendre conscience des conséquences mortifères du morcellement communal dans la continuité urbaine que constituent les communes proches de Paris. Il est aussi plus que temps de mettre fin, et c'est la conséquence de ce que je viens de dire, de mettre fin à la juxtaposition des fiefs électoraux qui se sont constitués dans nos banlieues au fil du temps et qui, singulièrement dans cette partie du Val-de-Marne, arrangent bien les élus de toute obédience. Mais il faut aussi changer de méthode. Quand j'évoquais l'expérience de ce mandat, je voulais aussi souligner l'atout que représente la richesse humaine de notre ville, mobilisée dans de multiples associations qui concourent à l'entretien du lien social, élément essentiel du bien-être de nos concitoyens. Rien n'est en effet plus délétère que l'isolement, et singulièrement l'isolement des personnes âgées. Pas seulement d'elles, mais notamment. Il faut donc tirer les conséquences de l'échec des conseils de quartier et citoyens dans les quartiers politiques de la ville, mettre en place les procédures qui valorisent réellement les initiatives de terrain, dans le respect des principes républicains, et impliquer effectivement nos concitoyens dans les processus de décision qui les concernent. Moins de grands-messes médiatiques, davantage d'écoute réelle et de rigueur dans le suivi de l'exécution des décisions concertées doivent devenir les principes cardinaux de la pratique de la démocratie au quotidien. Au final, je dois constater malheureusement que les efforts répétés pour convaincre le maire et sa majorité de s'engager dans ces différentes voies sont restés largement vains.
Il faut donc en tirer les conséquences. Pour autant, je ne saurais soutenir n'importe quelle stratégie de changement attachée aux valeurs de gauche, c'est-à-dire de solidarité, d'émancipation individuelle et collective, bref, de progrès humain. Je souhaite que Champigny conserve son identité de ville populaire qui ne saurait être identifiée à une ville de ou pour les pauvres. Selon moi, la mixité doit rimer avec la solidarité et l'efficacité doit se conjuguer avec la durabilité du développement de notre ville. C'est pourquoi, considérant la réitération stérile du sempiternel duel politique opposant la liste conduite par un parti communiste qui ne parvient toujours pas à s'émanciper de sa culture hégémonique, comme on a pu s'en rendre compte notamment hier soir, et celle d'une droite traditionnelle agie par son tropisme conservateur, j'ai décidé de soutenir une troisième voie. Cette voie, c'est celle... Cette voie, c'est celle de l'ouverture, du rassemblement, respectueux des minorités, de progrès durable et solidaire, bref, du renouveau démocratique que doit incarner, pour Champigny, la liste de la majorité présidentielle conduite par Jean-Michel Schmitt. Oui, pour Champigny, c'est le choix qu'il faut faire, et maintenant au travail. Merci. Merci. Patrick Le Guillot, qui va nous expliquer d'où il vient, où il va. Je ne sais pas si je vais vous expliquer ça, j'ai peut-être prévu autre chose. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après tous ces discours, hein, franchement. L'éloquence en moins, bien sûr. Donc, moi j'avais prévu de parler d'urbanisme, de logement, de choses diverses et variées. Mais je voudrais faire un constat, non, ça me gêne plutôt, c'est sympa, mais pour écrire dessus, mais... Champigny est une ville qui a un potentiel phénoménal. Elle est restée à côté des mouvements des transports en commun pendant des dizaines d'années, et elle est restée à côté du développement urbain quand on la compare aux villes de taille comparable et qui sont nos voisins. Il y a à la fois la conjonction d'un moment qui va être fort, c'est la venue des transports en commun du métro, qui vont changer, bouleverser les distances. Aller à Orly en l'espace de 22 minutes, en partant de la gare de Champigny. Aller à Saint-Denis en l'espace de moins d'une demi-heure. Ça, c'est le projet de la ville. Et tout le monde sait que la colonne vertébrale des transports, c'est un élément essentiel qui est un potentiel, mais ce n'est pas suffisant pour changer la ville. Si j'ai une chose à projeter, je veux dire, et à vous dire, c'est que il faut penser la ville dans sa complexité, dans son devenir. Jusqu'ici, et bien évidemment je rejoins ce qui a été dit par Jean-Louis, on a assisté à une série d'opérations qui sont essentiellement des opérations immobilières. Mais la ville, elle doit être pensée dans son quotidien, dans la projection que les gens vont se faire de leur vie future. Comment je vais pouvoir cheminer d'un point à un autre? Comment je vais pouvoir me déplacer en vélo, de manière, je dirais, en circulation douce? Comment on va rapprocher les gens des uns des autres? Comment on va concevoir les espaces publics? Comment on va faire en sorte qu'on intègre l'accès à l'école, l'accès au commerce, l'accès aux moyens de transport de manière la plus économe, de manière la plus facile? Et comment on projette la vie des quartiers? La vie des quartiers, c'est bien évidemment du bâti, et je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est que nous souffrons aujourd'hui d'un mode de production des logements qui est fondé sur l'efficacité économique et pas l'exigence de la qualité. L'exigence de la qualité, c'est avoir l'assurance que les logements vont être bien évidemment confortables, qui vont être vertueux en termes écologiques. Et là, on est effectivement en train d'évoluer considérablement. On s'est préoccupé des économies d'énergie. Maintenant, on intègre la construction des logements dans une logique
de limiter l'empreinte carbone, ce qui est une révolution forte pour les années à venir. Voilà, je pense que cet enjeu, il va impacter considérablement la réflexion, mais aussi les modes de production. Il y a aujourd'hui des recherches majeures qui sont faites. Il y a des filières nouvelles qui sont en cours de réalisation. Il y a des modes de production, je pense notamment à l'automatisation des imprimantes 3D, y compris dans le bâtiment pour construire, qui est quelque chose d'important, dans lequel on doit avoir un rôle innovant. Mais la ville, c'est aussi tout ce qui existe. En France, la construction neuve, elle représente moins de 1% des logements existants. Et la majorité, c'est bien évidemment les logements qui aujourd'hui sont le fruit des dizaines d'années. Donc l'exigence, effectivement, des bilans thermiques, avec des projets qui sont des projets d'intégration de l'ensemble des interventions, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc je rejoins tout à fait ce que tu as dit. Alors, sur le logement, je voulais ajouter 2-3 autres choses. Champigny a 42% de logements sociaux. 42%. On est dans la moyenne très haute des villes du Val-de-Marne. Le problème de Champigny, c'est qu'on est une ville pauvre, structurellement, fiscalement, avec une population qui est aujourd'hui, effectivement, très pauvre. Et la tendance majeure, et c'est pas du tout stigmatiser le logement social que de le dire, la tendance majeure, c'est qu'il y a une paupérisation accrue des personnes qui vivent dans le logement social. Ce n'est pas leur faire injure. Je trouve que le logement social est un élément essentiel, fédérateur, structurant de la ville. Mais pour autant, ce n'est pas un moyen de la construire a priori. Et donc cette inversion des choses doivent s'intégrer en termes de qualité, en termes d'image, sans qu'on puisse discerner ce qui est du social et de l'accession ou du locatif libre. On n'a pas à stigmatiser par la forme, on n'a pas à stigmatiser par la qualité ce logement. Voilà, donc je pense que cette réflexion sur le développement et le développement économique aussi était le troisième volet que je voulais aborder. Champigny a à peu près le même nombre d'emplois qu'Avilliers dans les villes voisines, c'est-à-dire un faible taux d'emploi. Ce ne sont pas des villes qui sont reconnues comme des villes tertiaires, et je le dis très clairement, je ne pense pas que demain matin, parce qu'on va le décider, elles le deviendront. On va construire 64 gares autour de l'Île-de-France, enfin dans le métro du Grand Paris, qui sont autant de pôles potentiels de développement. Donc, il faut choisir le moyen de développer des secteurs d'activité qui sont en phase avec ce que tu disais, c'est-à-dire la réflexion, qui est aujourd'hui une grande interrogation du développement du monde, je veux dire, de la production. On ne sait pas comment les locaux d'activité vont évoluer, on ne sait pas comment les techniques de production vont évoluer dans le futur. Mais ce que l'on doit faire, c'est créer les conditions de leur développement, a priori. Voilà. Alors, moi ça aussi, on était avec Jean-Louis, avec d'autres, avec Yves, bien évidemment, qui est au fond de la salle et que je salue. On a pendant 5 ans essayé de ramer, d'interférer, je veux dire, de batailler pour que le changement se fasse. C'était tout à fait ce que j'ai dit hier, présomptueux de notre part, parce qu'il y a des choses qui ne se réforment pas. Et quand l'ADN inspire, je veux dire, le mode de fonctionnement d'un certain nombre de personnes, elles ne peuvent pas changer. Et c'est le constat qui m'amène aujourd'hui à être ici, comme on a défendu depuis 2 ans maintenant, on est cohérent, on a appelé à voter pour le candidat président de la République au premier tour, et bien évidemment pour Frédéric au